Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, merci d'être là. On est ensemble pour le 10h midi. Alors mon teasing a un peu zappé, tous les mots étaient un peu dans le désordre dans ma bouche. On reçoit ce matin Bernard de la Villardière. Bonjour Bernard, Marc de la Villardière. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Avec vous. Bonjour. Et Glenn Livonnet, donc Marc de la Villardière et Glenn Livonnet ont réalisé l'enquête qu'on pourra voir dimanche soir dans Dossier Tabou, une enquête absolument saisissante sur les violences contre les représentants de l'État. C'est un document qui, je pense, va faire beaucoup réagir. On parle beaucoup des violences policières, mais les policiers sont, eux, souvent, plus qu'à leur tour, victimes de violences dont on peine à imaginer et qu'on découvre pour la plupart d'entre nous dans votre document. On va y revenir dans un tout petit instant. Ça s'appelle Violence contre les représentants de l'État aux racines de la haine, et c'est bien de haine dont il s'agit quand on parle des policiers. Gilles, la question du jour. La question du jour est liée à ce documentaire. Pour ceux qui le verront dimanche, vous verrez, il y a une séquence assez choc où un policier en pleine arrestation est filmé par un portable et les jeunes se mettent... il y a un jeune qui se met à filmer en disant « je te filme, je te filme ». Eh bien, faut-il interdire de filmer les policiers? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que il faut arrêter de les filmer? Vous nous répondez oui à 24%, non à 76%. Et puis, on a quelques commentaires en disant non, c'est déloyal, il ne faut pas interdire, en indiquant qu'il faut que les deux parties puissent se filmer. Oui, voilà. Bien sûr, mais enfin, sauf que ce qui ressort, je pense que vous allez réagir, ce qui ressort le plus souvent sur les réseaux sociaux, ce sont plus les violences policières, justement, qui sont mises en avant que ce que les policiers subissent, et votre dossier tabou en est l'illustration. On va en reparler dans un tout petit instant, mais on commence par le zapping de Gilles. Gilles qui regarde la télévision pour nous tous les soirs. Mais oui, madame. Sud Radio 10h midi, média, l'instant zapping. Direction les USA, Valérie. Comment faire autrement où Joe Biden s'approche des fameux 270 électeurs. Du coup, hier, il a fait un discours de presque président, mais pas encore. Je serai donc clair. Je fais campagne et j'ai fait campagne en tant que démocrate, mais je gouvernerai en tant que président américain. La présidence elle-même n'est pas une institution partisane. C'est la fonction politique de ce pays qui, justement, représente tout le monde et qui nécessite de s'intéresser au sort de tous les Américains. C'est précisément là ce que je ferai. Alors du côté des supporters de Trump, du coup, on s'est mis à prier pour la victoire. Je sais pas si vous avez vu ces images, Bernard et Valérie, de Paula White. C'est la conseillère spirituelle de Donald Trump, et elle a donné une messe télévisée où elle a fait des incantations pour que Trump soit élu. Écoutez. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory. Ça vous rappelle la victoire quelque chose, est dans un coin du paradis. Bernard de la Villardière, vous étiez venu nous parler d'un dossier tabou sur justement, c'était au Brésil, je crois, toutes ces églises. Les mouvements évangélistes, oui, on a fait, oui, absolument. C'est avec Glenn, précisément, avec Glenn Livonnet, qu'on avait fait ce document sur les églises évangélistes et leur force. Le poids des évangélistes aux États-Unis. Ouais. Et le poids aussi des évangélistes aux États-Unis. On a eu l'occasion, effectivement, d'enquête exclusive, d'y revenir plusieurs fois depuis quelques années. J'en profite pour dire que moi, j'espère très franchement que Joe Biden va gagner pour le monde et pour les États-Unis. En revanche, je pense que les médias, et notamment les médias américains, sont très, très coupables parce que tout au long de ces 4 années, on ne s'est préoccupé que des tweets de Donald Trump, de l'humeur, et souvent de la mauvaise humeur de Donald Trump, de ses saillies, de sa vulgarité. Mais on ne s'est pas intéressé aux raisons pour lesquelles, à un moment, les États-Unis, les Américains, les électeurs américains ont voté pour Trump. Et c'est là que réside, à mon avis, le vrai travail journalistique. C'est beaucoup plus facile de faire des docs sur les tweets de Donald Trump et de se moquer de lui que de s'intéresser aux raisons profondes qui ont fait qu'on a élu un candidat de ce genre aux États-Unis. Oui, mais vous avez été...
Pardon, allez-y, Gilles. Oui, moi, vous avez été faire un doc sur les suprémacistes pour. Oui, tout à fait. Pour enquête exclusive. J'ai enquêté longuement aux États-Unis depuis 15 ans, depuis la création de cette émission. J'ai eu la chance d'y passer plusieurs semaines chaque année et de ne pas me contenter d'aller à Los Angeles ou à New York. On a été dans l'Amérique profonde et c'était vraiment intéressant. Il y a une culture très différente de la nôtre finalement. Mais donc, c'est important, je pense, de comprendre pourquoi les gens votent dans ce sens ou dans l'autre. Et je pense que les républicains, là-dessus, ont beaucoup failli, et les démocrates aussi, bien entendu, pour essayer de comprendre comment battre Trump. Parce que finalement, Joe Biden va gagner sur le fil. Et c'est quand même, au résultat, un échec pour la culture et la démocratie américaine. Oui, mais c'est vrai. Et alors, j'ai entendu depuis hier dans certains commentateurs en France en particulier dire que c'était les riches qui votaient pour Trump. Non, les plus pauvres ont voté pour Trump. Absolument. Tous les plus démunis. Absolument. La communauté hispanique et ces prévisions qui avaient été faites sur une très large avance de Biden se sont trompées. Et il est effectivement. Enfin, on voit la difficulté d'arriver à un résultat. Mais on pourra en redire un mot. Gilles, on continue votre zapping. Oui, moi je suis très surpris que Bernard soit socialiste. On apprend des choses dans l'émission Média. Joe Biden n'est pas socialiste. En France, il serait largement à droite. Oui. Voilà. Alors, Elisabeth Warren est socialiste. Joe Biden est plutôt centriste. Voilà, et il ne va pas remettre en cause l'économie de marché. Les socialistes américains, c'est le centre droit en France. Alors Gilles. Mardi, avec une colère qui a fait beaucoup parler, celle d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale. On l'a réécouté dans le journal de Patrick Roger. Mais en revanche, Valérie, on a très peu entendu la réponse de Christian Jacob, qui a été tout aussi cinglante et tout aussi violente. Vos propos ont été indignes et vous avez été indigne. Vous avez été indigne. Parce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas plus de concentration de population et de risque de transmission du virus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, qu'il peut y en avoir chez un coiffeur, chez un cordonnier? C'est de la démagogie. Vous avez été indigne des fonctions que vous exercez. Je n'oublie pas que vous avez menti. Vous avez menti, monsieur le ministre. Ce n'est pas vous qui expliquiez au départ, lorsqu'il n'y avait pas de masque, par votre incurie, vous nous expliquiez que les masques n'étaient pas nécessaires, inutiles et peut-être contre-productifs. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez dit? Est-ce que lorsqu'il n'y avait pas de tests, vous nous avez expliqué que les tests en masse étaient totalement inutiles? Vous l'avez dit à ce moment-là. Merci, monsieur. Est-ce que ça n'est pas vous qui avez dit, au moment de la première crise, du premier confinement, qu'il fallait passer de 5000 lits de réa à 14 500 lits de réa? Voilà la réponse à Olivier Véran qu'on n'entend pas sur les médias, madame. Et puis un petit détail qui fait couler beaucoup d'encre, c'est un son que j'ai fait pour vous, Bernard. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette bague sur l'affiche de Borat où est inscrit sur un bijou Allah en arabe. Eh bien, il faut savoir que la direction des transports de l'Essonne ont donc décidé de retirer la fiche des bus. Pour l'instant, la RATP a décidé de la maintenir et résiste. Et du coup, il y a des coups de colère des conducteurs de bus de la RATP. Salam alaikum les frères, je voulais juste confirmer un truc avec vous. Là je suis dans mon dépôt, je viens de finir le travail. Donc voilà, par rapport à l'affiche, la fameuse affiche de Borat, hop, on va passer les détails. Donc voilà, apparemment il a une bague et effectivement, voilà, incroyable, incroyable. Donc c'est du confirmé, c'est du sûr. Donc on va gratter l'affiche. Voilà. C'est dingue, hein? Ouais. Vous aviez réalisé un dossier tabou sur l'islam qui avait suscité un certain nombre de réactions, on s'en souvient. C'était en 2016 et il se trouve que je suis à côté de l'homme qui peut là-dessus vous en dire beaucoup plus parce que Glenn avait justement co-réalisé ce document sur l'islam en France. L'échec de la République, comme on l'avait appelé à l'époque, et on s'était intéressé aussi un peu plus tard dans un autre documentaire à la RATP. On s'était intéressé à la RATP dans une zone interdite également juste après les attentats, parce qu'on avait su assez rapidement que certains des terroristes du commando du Bataclan avaient travaillé pour la RATP, donc on s'est posé des questions et on avait découvert qu'il y avait sur certaines lignes de bus
de la banlieue nord de Paris, des chauffeurs qui refusaient de prendre la place, demandaient à avoir des endroits pour prier. Donc on s'est posé la question dans une entreprise publique si c'était tout ça était très laïque. Voilà, apparemment les choses ont été, d'après ce que dit la direction, nous a dit, réglées. Ils ont fait un livret de laïcité, ils ont essayé de faire des choses. Ouais. Bon là, cette histoire d'affiche, je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est un peu une surréaction. Évidemment, certains chauffeurs qui vont peut-être défendre un autre point de vue. Là, je pense que c'est un peu une surréaction. Une bague avec marqué Allah. Oui, c'est un peu ridicule. Mais en fait, c'est la technique des islamistes. C'est ce que décrit très bien Mohamed Sifaoui, spécialiste de la question, bien évidemment. C'est qu'il y a une technique du grignotage. C'est-à-dire qu'on met en cause des caricatures, on met en cause une affiche de film, on remet en cause... Parce que la RATP, ce que vous raconte Glenn, c'est que quand le conducteur découvrait que le bus avait été conduit la veille par une femme, on allait changer le bus. On changeait le bus pour complaire aux demandes surréalistes du conducteur. C'est quand même scandaleux. Et la RATP, c'est quand même une propriété d'État, c'est une société publique. Mais est-ce que ça a changé? Parce que vous évoquez... Que toutes ces administrations se couchent et se taisent et interdisent les caméras. On s'est battu pour pouvoir faire ce sujet. Ça n'a pas été simple. Il a fallu les confidences d'un garçon de la CFDT qui, je crois, d'ailleurs, a été plus ou moins sanctionné depuis, en plus. Ouais. Bah, ça a été compliqué pour lui, effectivement. Mais est-ce que ça... Oui, mais est-ce que ça a changé? Vous dites 2016, on est en 2020. Visiblement, ce sont des comportements qui perdurent, non? Bien sûr, bien sûr, hélas. Au sein même des administrations publiques, c'est ça qui est scandaleux. Ouais. Allez, on va parler d'un autre sujet qui est un sujet... on n'en est pas très loin quand on regarde le documentaire. Oui, vous aviez encore un son, Gilles, ou pas? Non, c'est fini? Oui, mais je vais le garder parce qu'il est déjà 10h18, on a plein de choses à se dire. On a plein de choses à se dire. Donc, dossiers tabous sont des sujets, on l'a évoqué, qui sont des sujets de société sensibles. Vous aviez évoqué le cannabis, la fin de vie, le harcèlement sexuel, enfin, des sujets qui sont... Le harcèlement sexuel, on l'avait diffusé, M6 l'avait diffusé 5 jours avant qu'on éclate l'affaire Weinstein. Comme quand on avait été... ça avait été prémonitoire. Oui, comme pour l'islam aussi, vous étiez précurseur, en tout cas, dans tous ces sujets. Là, c'est vrai que les violences qui sont faites aux policiers, on en entend parler, on voit parfois quelques images. Là, vous avez voulu remonter aux racines du mal. Le document est absolument saisissant, mais vraiment glaçant, parce que vous êtes au cœur même de ce que vivent les policiers, les pompiers. Ça commence par... moi, j'ignorais que les pompiers avaient des gilets pare-balles dorénavant. Alors, c'est pas tout à fait des gilets pare-balles. Mais ce sont des gilets par lame. Ce qui est déjà ahurissant. Ce qui est déjà énorme, oui, absolument. Déjà, est-ce que ça a été compliqué sur la question qu'on pose quand on se lance dans ce genre d'enquête, d'arriver à les suivre, Glenn Livonnet? Oui, bien sûr, ça a été compliqué, doublement, parce qu'en plus, on est tombé en plein confinement, donc les pompiers avaient un peu autre chose à faire que d'accueillir des équipes de télévision. Ils étaient très occupés par l'explosion du Covid. Ceci mis à part, ça a été compliqué parce que de libérer la parole, de faire parler les administrations, parce qu'on s'est intéressé aux policiers, aux pompiers, on s'est intéressé aux élus. Au début, on avait la volonté aussi de s'intéresser aux enseignants, à l'école, à l'hôpital. L'hôpital, du fait du Covid, on a pas réussi à poser nos caméras dans les hôpitaux. Pour ce qui est des enseignants, le ministère de l'Éducation nous a barré la route. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a pourtant eu un mouvement de grogne énorme sur les réseaux sociaux. Où les profs dénonçaient pas de vague, où les profs dénonçaient le fait que quand ils ont un problème d'agression ou de violence avec un élève ou les parents d'élèves, parce que c'est aussi souvent le cas, on leur dit circuler, il n'y a rien à voir, allez passer. Donc on n'a pas réussi à faire ça avec les professeurs. Et pour la police, ça a été très compliqué aussi. Heureusement, la préfecture de police de Paris nous a ouvert les portes du commissariat de Nanterre, où on a pu travailler avec la BAC à Nanterre, notamment, avec toutes les équipes du commissariat de Nanterre. On a pu les suivre, notamment sur des soirées problématiques, qui sont régulièrement d'ailleurs maintenant problématiques. Ce sont le 14 juillet, il y a aussi le 31 décembre. Toutes les soirées festives tournent régulièrement à l'émeute. Et maintenant, c'est nouveau, Halloween également. Le soir d'Halloween, ils ont aussi droit à des feux d'artifice qui ne sont pas tirés dans le ciel, qui sont tirés directement sur
Donc oui, ça a été compliqué à faire. C'est des reportages qui sont longs à mettre en place. Et après, il y a des résistances de la puissance publique, des collectivités territoriales, des administrations. Et puis la peur aussi de mettre en danger les policiers. Il faut savoir qu'on a dû tous les flouter. Aucun n'a voulu comparaître. Soit le policier lui-même voulait bien rester anonyme, soit son commissaire ou l'administration demandait à ce qu'on protège son identité. Parce que depuis le drame de Magnanville et l'attentat contre ce couple de policiers dans les Yvelines en 2016, vous en souvenez, c'était une tragédie terrible, eh bien les policiers ont peur. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont agressés, même en civil, parce que reconnus au moment où ils retournent chez eux. Ils habitent tous très loin de leur lieu de travail. Ça n'a rien à voir. Ils habitent loin de leur lieu de travail. De leur lieu de travail, oui, absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne ressemble pas à ces enquêtes d'urgence ou ce qu'on peut voir parfois sur les chaînes. Non, mais je voulais le préciser parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est embarqué avec la police. C'est embarqué avec la police. Là, ça n'a rien à voir. C'est une véritable enquête que vous avez réalisée, Glenn Livonnet et Marc de la Villardière, qui est avec nous également au téléphone. Est-ce que vous avez été il est aussi en vidéo, Valérie, Marc. Je vois pas. Il est là. C'est le fiston. Marc. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez tous les deux, bonjour Marc de la Villardière, est-ce que vous vous attendiez tous les deux à ce que vous avez vécu avec ces policiers, à cette violence à laquelle vous avez été confrontés, ou à laquelle ont été confrontés plutôt les policiers? Écoutez, oui, on s'attendait à ce que ce soit un peu mouvementé et agité. Après, le soir du 13 et du 14 juillet, notamment à Nanterre, je dois dire qu'on était quand même un peu surpris par la violence des émeutes et la violence des agressions que les policiers de la BAC notamment ont subi ce soir-là. Je crois qu'eux étaient assez surpris aussi. Je pense qu'il y a eu un effet. Ouais. Alors, pour essayer d'expliquer aussi, régulièrement il y a des jets de feux d'artifice, il y a des guet-apens, des jets de tir de ce qu'on appelle les mortiers, ce sont des feux d'artifice. Il y a des guet-apens, mais il faut une poubelle pour attirer les pompiers et les policiers et ensuite les caillasser. C'est assez régulier. Là, le fait est que ces deux soirs-là, ça a bien flambé, ça a été très violent. Je mettrais ça aussi sur le compte du confinement et de l'énervement global de la population, et donc qui touche toutes les catégories de population et notamment celle des quartiers. Nous, ce qui nous a très surpris, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est la jeunesse de ceux qui commettent ça. C'est des mineurs. Il y a un sentiment d'impunité parce que de toute façon, ils sont, j'allais presque dire pas justiciables. C'est pas vrai, mais ils passent devant un juge pour enfants. Il faut énormément de faits à leur casier pour qu'ils finissent par être sanctionnés. Voilà. On a quand même un gamin, il avait 17 ans à l'époque des faits, qui était extrêmement, connu très défavorablement, on va dire, comme on dit dans notre jargon, par les services de police, qui a brûlé un bus. Qui a participé à brûler un bus de la RATP. Ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, le préjudice. Moi, j'étais très surpris dans le documentaire. Il y a l'interview d'un responsable de la police fait par Bernard de la Villardière, et lui minimise vraiment les choses. Est-ce que vous avez été surpris par lui qui dit oui, c'est un épiphénomène, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi il tient ce discours-là, Bernard de la Villardière? À qui vous faites référence? Au commissaire de Nanterre? Au commissaire de Nanterre. Absolument, oui. Ouais. Alors, il minimise pas le commissaire de Nanterre, mais il est très pragmatique, il est très, il est sur les faits. J'ai pas l'impression qu'il minimise. Il essaie de trouver des explications. Lui, son rôle, c'est pas d'être un sociologue, c'est pas ils sont pas dans l'indignation, les policiers, jamais. C'est pas leur rôle. D'ailleurs, ça nous a marqué, nous. On pensait avoir des policiers en colère, d'avoir des policiers qui avaient des revendications à faire. En fait, non, ils font leur métier. Eux, ils font leur métier. Ils sont quelque part peut-être un peu désabusés aussi, et puis comme ils y sont confrontés régulièrement, finalement, ça les surprend pas. Donc, c'est vrai que oui, compliqué pour eux de s'indigner et d'être choqués par ce qui. Oui, mais vous d'auditeurs qui nous disent ils récoltent ce qu'ils sèment, la BAC, ce sont eux qui sont violents. C'est pas exactement ça.
Excusez-nous, ça a coupé de notre côté. Je suis pas sûr d'avoir entendu la question. Voilà. Je dis, nous, on a des auditeurs, certains sont gilets jaunes, ont subi des violences policières, et je vois dans les réactions qu'on a sur Facebook, en gros, c'est bien fait, la BAC récolte ce qu'elle a semé. C'est au-delà. Enfin, vous entendez ce type de réaction. Le documentaire s'intitule Aux racines du mal. C'est quoi les racines du mal? Parce qu'ils sont très jeunes, encore une fois. On voit à la fin du reportage des gamins, encore une fois, des très très jeunes qui disent nique la police et qui ont des propos extrêmement violents, qui haïssent les flics. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le film, c'est que il y a un sentiment de déclassement et certainement une perte d'identité et de valeur chez certains de ces jeunes-là qui comprennent pas trop où ils se situent dans la société. Bon, si on veut essayer de trouver des explications sociologiques. Après, expliquer n'est pas excuser, hein, évidemment. Ouais. Et il y a aussi, ce que nous, on a voulu montrer, c'est qu'il y a une manipulation de cette misère sociale, intellectuelle, culturelle, parfois une manipulation politique, qu'elle soit de l'ultra-gauche, qui est déjà assez ancienne dans notre pays, mais aussi des indigénistes, par exemple, qui victimisent en permanence ces jeunes, leur disent qu'ils sont victimes d'un État raciste, d'une police systémiquement raciste et violente. Ça, c'est des paroles qu'on a retrouvées dans la bouche de certains jeunes. On est allé dans les quartiers, essayer de leur parler, et on retrouve une détestation profonde avec même quasiment les mêmes arguments que ces indigénistes idéologues. Ils sont parfois un peu confortés dans leur statut de soi-disant victime de l'État, victime de violences policières, etc. Il y a des gens qui soufflent un peu sur les braises et qui les maintiennent un peu dans cette posture de victime. Et c'est vrai que c'est et avec des enfants de 6 à 8 ans. Pardon ? Et avec des enfants, on le voit dans le documentaire, de 6 à 8 ans qui détestent déjà la police. Dans certains quartiers, effectivement, c'est devenu presque culturel. Alors, est-ce que cette détestation donne toujours des passages à l'acte violents ? C'est pas sûr. On la retrouve aussi, mais ça depuis très longtemps, hein, dans le rap, notamment dans la culture urbaine. NTM avait à son époque aussi fait des titres. C'est pas nouveau, ça. Alors, est-ce que ça donne systématiquement lieu à des émeutes et à l'agression des policiers ? Peut-être pas. Mais c'est vrai que la France, en général, aime bien toujours taper sur les policiers. Et dans les quartiers, ils ont l'impression d'être les victimes de la police. Ouais. C'est compliqué quand même. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les policiers, en off, ou même là, on en voit certains masqués, mais ils se sentent complètement abandonnés, parce que cet état de ce que vous racontez, des agressions, des guet-apens, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Ça ne va pas en s'arrangeant, mais ils sont totalement abandonnés. Écoutez, ils se sentent, ce qu'ils nous racontent en off, c'est qu'effectivement, ils se sentent un petit peu abandonnés par la justice. Et c'est vrai que parfois, ils sont un peu découragés parce que même quand ils arrivent à arrêter quelqu'un en flagrant délit qui a commis une agression ou qui les a visés à coups de mortier, généralement, ils sont tous mineurs. Et puis 2-3 jours après, effectivement, ils les recroisent dans le quartier. Donc c'est vrai que, ils se sentent un peu abandonnés par la justice, même s'ils ont du mal à exprimer. Et puis, ce qu'ils nous disent souvent d'ailleurs, c'est que une fois qu'ils ont fait leur interpellation, ils regardent pas tellement les suites judiciaires par peur d'être découragés. Donc en fait, ils se disent on fait notre taf au jour le jour, et puis ce qui se passe derrière, c'est pas, il vaut mieux ne pas trop s'y intéresser pour pas être complètement découragé, quoi. C'est ce genre de parole, on l'a souvent entendu. Moi, j'ai une dernière question pour Bernard de la Villardière, s'il peut se réinstaller. On va jouer aux chaises musicales. Alors des gens nous disent ils sont pas masqués, mais je pense que vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble et Non, mais vous travaillez ensemble et que vous faites régulièrement des tests. Oui, alors Gilles, allez-y, posez votre question à Bernard. Je vais faire mon Cyril Hanouna. Est-ce que le mal, c'est la banlieue, et est-ce qu'une nouvelle fois vous stigmatisez la banlieue ? C'est vrai que lorsqu'on regarde le documentaire, c'est quand même, on voit pas autre chose que la banlieue, et que c'est la banlieue qui attaque la police. Hein. Vous aussi, vous sur les braises. La banlieue, c'est des dizaines de millions de personnes en France, et les périphéries urbaines. Nous, c'est plutôt les cités. C'est plutôt ce qui se passe dans les cités, mais
Là, il y a eu une longue impéritie de l'État où on a laissé des populations s'installer, on a installé des pseudo-ghettos. J'aime pas le parallèle avec ghetto, parce que le ghetto, ça renvoie au ghetto juif de Varsovie et autres. Donc oui, on a laissé des citadelles qui sont prises en main par des mafias. Et puis aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années d'ailleurs, par des mouvements salafistes. Encore une fois, dans les cités, il y a 95% des gens qui travaillent, qui bossent, voilà. C'est le fait d'une minorité. Hein. C'est le fait d'une ultra-minorité. Mais cette minorité, oui, c'est vrai qu'elle est souvent dans les cités. Des cités qui ont été construites pour parler de citadelles. Vous comprenez ce reproche qu'on vous fait? Non, pas du tout. Ben non, c'est ridicule. Non, j'ai même pas envie d'y répondre. Enfin, c'est absolument ridicule. Enquête exclusive, si vous voulez, quand on va aux États-Unis, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on va au Brésil, quand on va au Liban, on s'intéresse à ce qui dysfonctionne. Donc je ne fais pas un sujet sur la banlieue, je fais un sujet sur à quoi se nourrit la violence contre les représentants de l'État. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave que chacun ressent tous les jours. Et moi, j'avais une question pour Glenn Livonnet. Quand vous avez réalisé le reportage, est-ce que vous avez été filmé et comment la caméra a été acceptée? Vous avez été filmé? Est-ce que les policiers ont été filmés parfois? Et comment est-ce que votre caméra a été acceptée? Alors, la caméra n'est jamais bien acceptée quand on est avec les policiers. De la même manière que les pompiers, quand ils sont accompagnés des policiers, parce que leur vie est en danger, il faut être très clair, les jeunes des cités, des banlieues disent oui, mais les policiers n'ont rien à faire là, les pompiers peuvent venir seuls. C'est pas... Nous, quand on suit des policiers en banlieue, la caméra n'est pas acceptée parce qu'on donne l'impression, en tout cas ils pensent, qu'on est du côté des policiers, comme les policiers sont vécus un peu... pour certains, le problème, c'est si on y va tout seul, des adversaires. Si on y va tout seul. Mais par contre, quand on y va seul, on y va aussi seul. On y allait interroger ces jeunes. Là, c'est pas toujours évident. Il faut être annoncé. Il faut passer par des intermédiaires, des gens qui nous facilitent l'entrée dans la cité. Et là, on peut discuter avec eux. C'est vrai que quand on est avec les policiers, la caméra, elle est. Et vous me demandez si on était filmé. Oui, on était en permanence sous le feu des portables, j'allais dire. Oui, et les policiers, même quand on n'est pas là, sont régulièrement filmés. Ouais, régulièrement, c'est devenu un jeu. Ça s'appelle le cop watching. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, ces jeunes. Le cop watching, ça veut dire la surveillance de flics qui vient des États-Unis, qui a été ramené en France par l'ultra-gauche. Et maintenant, tout le monde le fait. Parce que les moyens technologiques sont à la disposition de tout le monde. Et tout le monde filme. Dès qu'il y a une arrestation, tout le monde filme. Il y a 5 portables. On ne sait jamais s'il y a une bavure. Mais le portable est devenu une arme parce que ce portable-là, il est brandi. On l'a bien vu lors des manifestations du Gilets jaunes. Il est brandi à quelques centimètres du visage des policiers. Donc ils sont pas à 10 mètres ou à 5 mètres. Et ils les insultent et ils filment. Et c'est une violence terrible. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur est en train de se pencher sur la question. Vous êtes favorable? Bien son travail. Ne devrait pas. Pardon. Vous y êtes favorable à ce qu'on interdise de filmer les policiers? Moi, je pense que. Là, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que oui. Quand le portable est à quelques centimètres du visage et que le gars est là avec des manifestants qui lui tirent des objets dessus de toutes sortes, etc. Oui. Son métier, c'est effectivement de rester neutre, impassible, etc. Mais au bout de plusieurs heures, tout être humain, malheureusement, à un moment... La question s'était déjà posée à l'époque de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, et il avait été tranché qu'un policier, s'il fait bien son travail, ne peut pas s'opposer au fait d'être filmé. Oui, mais pas d'être insulté avec un portable à quelques centimètres de visage. C'est ça, voilà. Si on est insulté, il y a outrage, et là, on est interpellé. Mais être filmé... Normalement, dans la conception de notre démocratie, c'est possible de filmer la police. Merci à tous les trois. Après, il y a aussi une question de sécurité pour ces policiers, parce que malheureusement, comme on le disait, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de rétorsion, ils sont agressés quand ils rentrent chez eux, etc. Leur famille doit être protégée. Les enfants dans les écoles des environs n'osent pas dire qu'ils sont fils de policiers. Bon, voilà, c'est compliqué. C'est un métier très compliqué. Mais il faut regarder. Il faut regarder votre documentaire Dossier tabou. Donc c'est dimanche prochain à 21h05 sur M6. Violence contre les représentants de l'État aux racines du mal. Regardez ce documentaire.
disent que c'est bien fait pour eux parce que les images que vous montrez sont absolument terrifiantes. Merci à tous les trois. Merci. Et oui, pour finir, Valérie, le sondage, là aussi, il y a beaucoup de discussions et de débats sur Twitter, sur le Twitter de Sud Radio. Oui, à 21%, il faut interdire de filmer les policiers. Non, à 79%. Et il y a eu beaucoup de votes. Le débat a intéressé nos auditeurs, madame. Merci à vous, merci à tous les trois.